Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le fait qu'aujourd'hui, le 20 janvier, ce soit officiellement le jour de la déprime, hein, vous le savez, on en parle tout le temps, le 3e lundi de janvier est censé être la journée la plus déprimante de l'année. Moi, ça faisait des années, j'entendais ça. Il y a même les spectacles là, montés par les agents doubles avec Christian Bégin, j'y vais normalement chaque année. Cette année, je peux pas y aller, ça s'appelle la nuit de la déprime, puis il y a plein d'artistes qui viennent nous dérider. Fait que moi, je pensais que c'était un concept éminemment scientifique, tu sais, que les gens avaient vraiment observé ça. Ben, c'est pas ça, pantoute. Bonjour, Cybèle Olivier, journaliste bonjour, à la Sophie, recherche. ben oui. Ben, écoute, je te raconte ça. Le lundi de la déprime, en fait, c'est une invention de marketing. J'apprends ça sur le site de Radio-Canada. C'est un psychologue qui a inventé ce concept-là pour faire vendre des billets d'avion. Donc, ce psychologue-là, Cliff Arnold, a dit, ben écoute, on va tenir compte de la météo. Tu sais, OK, c'est sûr que rendu le 3e semaine de janvier, il y a des chances que ce soit une des journées les plus froides de l'année. Ensuite, on va calculer l'endettement. Parce que si tu calcules par rapport à Noël, c'est la période de l'année où les cartes de crédit, comprends-tu? Les soldes de cartes de crédit sont à payer parce que tu as dépensé comme un fou dans le temps des fêtes. Donc, les cartes de crédit arrivent, plus le fait que tu as pris plein de résolutions du jour de l'an, le 1er janvier, rendu au 20, tu les as toutes abandonnées, donc tu es déprimé. Donc, le psychologue, il a pris tous ces facteurs-là, les a mis ensemble pour inventer le concept de c'est la journée la plus déprimante. Donc, pour pas être déprimé, qu'est-ce qu'on fait? On achète des billets d'avion. Mais c'est juste du marketing. Ah ouais, mais en même temps, c'est un peu comme placebo presque. Ben, parce totalement. que si on a répété ça d'année en année, exactement. Ah ben là, vous allez vous sentir mal, c'est normal. Il y a peut-être des gens qui se confortent même à être un peu mal ces journées-là. Mais moi, j'allais dire une chance qu'il fait soleil. Non, mais je sais pas si vous avez clairement remarqué qu'il n'y avait pas de soleil depuis genre des décennies là. Depuis que c'est commencé l'hiver, on dirait que j'ai jamais eu de soleil. Puis là, moi, j'arrête pas de passer devant la vitre à côté chez Cube. On le voit le soleil, là, mais on n'y touche jamais dans notre journée de travail. Au moins, il fait beau. Au moins, il fait beau, mais moi, je me suis levée ce matin particulièrement de bonne humeur. Puis j'ai dit à Richard, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Puis Richard m'a regardé en disant, voyons donc, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Ben là, je te dis. En tout cas, tout ça, mesdames et messieurs, n'est qu'une vaste opération de marketing. Ah, Aline, on se fait toujours avoir finalement. On se fait là. toujours par un avoir. Psychologue. Mais moi, j'ai une solution pour être super de bonne humeur, c'est de parler à quelqu'un que j'admire énormément dans toutes ces réincarnations culturelles. C'est le comédien, metteur en scène et auteur Serge Postigo. Bonjour Serge. Bonjour Sophie. Tu es où en ce moment? Décris-nous. Est-ce que tu es à Paris même? Oui, je suis à Paris. Je suis chez moi à Paris, oui. Dans quel arrondissement tu es? Je suis à Levallois-Perret. OK, donc tu es un petit peu en dehors de Paris. Ben, il y a le métro. Je suis à 12 minutes en métro de la place de l'Opéra. Ah, ben écoute, c'est vraiment absolument génial. Donc, merci d'avoir pris le temps parce qu'avec le décalage horaire, il est quand même un petit peu tard pour toi. Oh, ça va. Serge, il y a tellement de choses dont je voulais te parler. La première chose, c'est que tu joues dans un docu-fiction. Donc, un docu-fiction, c'est un documentaire où il y a des scènes où on imagine des dialogues. Des fois, on recrée des dialogues qui sont vraiment passés. C'est un docu-fiction sur la commission d'enquête sur le crime organisé, le fameux SECO dans les années 70. Ce documentaire-là est présenté à Historia samedi prochain, le 25 janvier. J'ai capoté quand j'ai vu ça, Le pouvoir fantôme. Toi, tu joues le rôle du juge Duthil qui a mené cette commission-là. Pourquoi tu as accepté de jouer ce rôle-là, Serge? La première des choses, c'est que la SECO, j'en avais évidemment, comme tout le monde, entendu parler. Ça a été vraiment un tournant dans la société québécoise, dans la politique québécoise, ça a mis, comment je pourrais dire ça, ça a mis en lumière l'impact et l'infiltration du crime organisé au niveau politique. Et le juge Duthil a été un acteur marquant
qui a vraiment été au cœur. Premièrement, c'est lui qui a décidé de rendre ça public en plus. Oui. Il a invité les caméras de télévision dans la salle d'audience, ce qui a complètement changé la donne pour les témoins et les gens qui venaient témoigner, entre autres les gens du crime organisé. Oui. Ouais. Et donc, j'ai rencontré Loïc aussi, le réalisateur, où vraiment ça a été pour moi vraiment une très très belle rencontre. Loïc a dirigé d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as, si t'es d'accord avec moi, mais en tout cas, et je m'exclus de ce que je vais dire, Sophie, mais tous les gens qui jouent là-dedans sont extrêmement bien dirigés. C'est très très bien écrit. Ils ont été d'une très très grande rigueur sur la véracité de ce qui est dit, sur la façon dont ça a été fait. Donc tout ça mis en place, j'ai immédiatement dit oui. Et c'est absolument passionnant à regarder. Moi, je l'ai regardé avec Richard hier soir, donc en primeur, parce que ça va être diffusé samedi prochain. Et Richard me racontait que quand il était petit, dans les années 70, il écoutait ça, mais religieusement, parce que comme tu l'as dit, c'était diffusé à la télé, et ça avait des plus grosses cotes d'écoute, Cybèle, ça avait des plus grosses cotes d'écoute que la soirée du hockey. Donc, il y avait vraiment non, mais c'est fou, il y avait vraiment un appétit, un appétit pour ça, c'est absolument fascinant. Alors, je veux qu'on en écoute un extrait de la bande-annonce de ce docu-fiction. C'est très important parce que, tu sais, notre génération, on connaît aussi, évidemment, la commission Charbonneau, mais bien avant ça, dans les années 70, déjà, la mafia était omniprésente dans la politique et la construction. Est-ce que vous êtes passé par un tiers pour verser une somme importante au Parti libéral? Dans les années 60-70, le crime organisé emmenait pas mal large. Laissez les forces de l'ordre faire le travail de façon indépendante. La SECO a brassé beaucoup le monde interlope. C'est gros, ça. Mais quand même pas me laisser narguer par un petit journaliste qui a encore la couche aux fesses. Alors, le petit journaleux qui a encore la couche aux fesses, c'est Jean-Pierre Charbonneau, qu'on connaît évidemment maintenant aussi comme politicien. Il y a Luc Guérin qui fait Claude Ryan. Il y a exactement les mêmes tics. Il y a un comédien qui fait Jean Drapeau, est absolument fabuleux. Je me suis dit, ce documentaire-là est important parce que les gens de la jeune génération, comme toi, je parle à ma collègue Cybèle Olivier, journaliste à La Recherche, qui a 25 ans. Pour la jeune génération comme Cybèle, peut-être que vous connaissez pas la SECO, ou ça va peut-être être la première fois que vous en entendez parler. Comme tu le disais, la commission Charbonneau, évidemment, on l'a même traité dans nos cours souvent, on l'a étudié, mais SECO, beaucoup moins. Quand on est dans les médias, on en a déjà entendu parler, il y a des noms qui reviennent. Mais surtout de le voir comme ça, moi j'ai hâte de l'écouter parce que le fait qu'il y ait de la mise en scène autour de la réalité, ben ça nous plonge encore plus dans l'histoire, puis on a envie de se mettre là-dedans. Des fois plus que des documentaires où même des fois on est un peu paresseux. Là, j'irais même jusqu'à dire la lecture. Tu sais, les gens lisent beaucoup moins. T'en parles souvent dans ton émission. Ouais. Donc de nous plonger là-dedans, là, je pense que ça peut toucher tu sais, des gens de mon âge. Et j'ai 26 ans, un an de plus. Mais tu sais, des plus jeunes aussi. Fait que oui, très intéressant. Parce que toi, ton fils, il a quel âge? Thomas, il a quel âge maintenant, Serge? Il a 22 ans. 22 ans. Donc, pour sa génération aussi, c'est important qu'on connaisse notre histoire au Québec. Oui, et qu'on découvre les gens de 20, 30 ans vont connaître surtout Jean-Pierre Charbonneau comme chroniqueur politique. Souvent, on l'a vu dans plusieurs émissions où il commente l'actualité politique. On n'a pas idée à quel point Jean-Pierre Charbonneau a changé la donne à ce niveau-là. Il a été au cœur de révélations qui ont vraiment changé la face politique du Québec. Absolument. À travers la SECO, bien sûr. Ouais, et c'est important parce qu'après ça, René Lévesque a décidé donc de faire une loi sur le financement des partis politiques parce que ce qu'on découvre ou qu'on redécouvre en regardant le documentaire, c'est aussi des échanges, en tout cas une très grande proximité entre la pègre, le Parti libéral, le ministre Pierre Laporte à l'époque, et ça sent pas bon, et c'est important de connaître tout ça. Toi, le fait de jouer le juge Duthil, de jouer donc un personnage qui a réellement existé, quel genre de défi ça représente pour un comédien plutôt que de jouer, mettons, un producteur véreux à Broadway dans Les Producteurs? En fait, au moins, ce qu'il y a avec le juge Duthil, contrairement, disons, au travail, la façon dont j'imagine Luc Guérin a dû aborder le travail pour faire Claude Ryan,
où on connaît tous Claude Ryan, on l'a vu et tout. Moi, le juge d'utile, je me suis inspiré de ce que j'ai vu de lui pour construire le personnage, bien sûr, dans son intention, dans sa façon de s'adresser aux gens et tout. Mais je n'avais pas à répondre à, comment je pourrais dire ça? Je n'avais pas à incarner une gestuelle ou que les gens connaissent, parce que monsieur et madame tout le monde en général, en tout cas moi, je ne connaissais pas le juge d'utile, bien sûr. Oui, absolument. Alors, dans la catégorie, justement, jouer quelqu'un qui a vraiment existé, je t'ai trouvé absolument fabuleux dans l'excellent film sur Charles Aznavour, Monsieur Aznavour. Tu joues là-dedans le propriétaire du Faisan Doré, qui était une boîte de nuit, un club à chansons ici à Montréal, où Aznavour, évidemment, s'est produit. Puis ça, c'est particulier parce que, donc, toi, maintenant, tu partages quand même ta vie et ta carrière professionnelle entre la France et le Québec. Et là, c'est un film français sur un personnage arménien français et tu joues le rôle d'un Québécois. Comment c'est arrivé dans ta vie, ce projet-là, de jouer dans le film sur Aznavour? Eh ben, ici à Paris, on savait tous que Grand Corps Malade et Mehdi préparaient la vie, un biopic sur Aznavour. Moi, Aznavour, faut savoir que c'est, je dirais, j'ai pas eu d'idole dans ma vie, mais Aznavour a vraiment, moi, quand j'étais adolescent, je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais du Aznavour et je chantais du Aznavour et du Cabrel et du Brassens et du Brel et tout ça. Fait que c'était ça mon adolescence. Et ce qui fait que un jour, je me suis tout bêtement fait appeler en audition pour jouer ce personnage-là. Je suis arrivé là, j'ai passé l'audition dans un premier temps, une première audition avec l'agent de casting, les deux agents de casting qui ont été vraiment, ils étaient super. Je me suis fait rappeler, et puis là, j'étais avec Mehdi, un des deux réalisateurs, et puis voilà, et j'ai donc rencontré Fabien, donc Grand Corps Malade, et Mehdi. Ça a vraiment très, très bien cliqué, ce qui fait qu'on a même avec la famille Aznavour, Fabien, Grand Corps Malade et moi, on a même un autre projet par rapport à Charles Aznavour. Oh, est-ce que tu as un petit scoop pour nous? Parce que moi, j'aime ça quasiment à chaque émission. Maintenant, j'ai des petits scoops. Non? Non, je peux pas, mais bientôt. Mais bientôt, tu vas pouvoir nous annoncer, j'espère que tu vas me l'annoncer en primeur, s'il te plaît, Serge, quelque chose que tu ferais avec la famille Aznavour, autour, peut-être un spectacle hommage ou quelque chose, on laisse planer voilà. Le doute, parce que, tu le sais, parce que je l'ai dit publiquement, je l'ai écrit à plusieurs reprises, un talent de metteur en scène absolument fabuleux, que ce soit des comédies musicales ou des pièces, t'es absolument fabuleux, et en ce moment, tu signes la mise en scène d'une pièce de théâtre et tu joues dedans. Ça s'intitule Un château de cartes. Ça met en vedette Gérard Darmon. T'es en tournée en ce moment en Europe. C'est quoi ce projet et pourquoi t'as dit oui à ce projet-là? En fait, il y a un auteur, Adrien Racca, qui est l'auteur de la pièce que j'ai rencontré il y a 3 ans à peu près, où Adrien m'a contacté, m'a demandé de faire la mise en scène d'une de ses pièces qui s'appelle Le Vertige, au Théâtre de la Madeleine, ici à Paris. Et on s'est liés d'amitié, et vraiment, on s'est liés d'amitié aussi professionnelle. Dans le sens, j'aime beaucoup comment Adrien écrit, et je pense qu'il aime bien comment je travaille aussi, donc. Et est arrivée cette pièce, Un château de cartes, et on a décidé de travailler ensemble pour ça. Et c'est les productions Pascal Legros ici qui possèdent le théâtre Édouard VII, le théâtre Fontaine et le théâtre des Nouveautés. Et Gérard Darmon, qui est un grand ami d'Adrien, voulait absolument faire cette pièce-là. Et on a donné le go, et on vient de la créer dans le sud de la France, dans une ville extraordinaire qui s'appelle Albi, qui est à 1 heure de Toulouse à peu près, dans le sud. On l'a créé là, et là on fait une pré-tournée, et on a la chance de faire ça aussi avec Isabelle Gélinas. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Isabelle, ici on dit Isabelle Gélinas, mais elle est québécoise. Ben oui, Isabelle Gélina. Gélina. Donc Isabelle, ici les gens disent Gélinas. Donc Isabelle, qui est québécoise de naissance, de père québécois. Ici, très drôle. Mais elle est en France. Depuis des décennies. Elle est arrivée à l'âge de 9 ans. Et c'est une actrice ici au théâtre très très connue. C'est une excellente actrice. Et donc, on fait toute une pré-tournée ici. On a eu notre première vendredi. On est tellement contents. Ça s'est bien passé, ouais. Merveilleusement bien. La tournée est pleine et tout. Et à partir de septembre, on sera au Théâtre des Nouveautés à Paris.
Mais c'est absolument fascinant parce que évidemment, tu es très modeste, Serge. Ça te caractérise tout le temps. Mais tu sais, tu dis ça, puis là, bon, j'ai rencontré un auteur, puis là, il m'a demandé de faire la mise en scène de sa pièce. Mais ça veut dire qu'à Paris, sur Paris, comme on dit, t'as cette réputation-là. Les gens vont aller te chercher, toi, parce qu'ils savent que tu vas leur donner quelque chose que les autres ne leur donneront pas. Est-ce que tu penses que c'est un regard plus nord-américain, une certaine, je claque des doigts un peu comme Denise Feliatro, une certaine nervosité dans la mise en scène, une certaine efficacité. Est-ce que tu penses que ce serait ça ta signature? Je pense que je sais pas, c'est dur de porter un regard sur son propre travail et d'en extraire une espèce de value creation statement, comme on dit en anglais, d'espèce de phrase qui caractérise son travail. Je pense que ce que je vais dire, je le dis pas juste pour moi, mais pour des metteurs en scène québécois ou nord-américains. C'est sûr qu'on arrive avec non seulement un rythme différent, mais avec une façon de travailler différente, qui n'est pas nécessairement mieux que ce qui se fait ici, pas du tout, mais qui est différente. Et étant différente dans l'approche, dans le travail, ça nécessairement, ça bouscule des choses qui se font ici de façon un peu plus habituelle, disons. Mm-hmm. Habituellement, on fait plus ça comme ça. Ce qui fait que, oui, exemple, dans un château de cartes, il y a des disparitions, il y a des murs qui deviennent transparents, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir ici dans le théâtre privé, parce qu'ici le théâtre est en deux catégories, le théâtre privé et le théâtre public. Donc en théâtre privé, une pièce comme ça, d'habitude, il n'y a pas ce genre de choses-là, quelqu'un qui passe à travers un mur, comme je t'ai dit, des murs qui deviennent transparents, on voit à travers tout d'un coup, quelqu'un qui rentre dans un lit, sa forme reste là, on lève les draps, il n'y a plus personne. Et c'est pas juste pour faire de la magie, c'est pour raconter l'histoire. Donc c'est sûr que ce genre de choses-là, pour une pièce tout à fait normale, d'avoir 80, 100 cues d'éclairage à l'intérieur d'une pièce d'1h20, d'habitude, il n'y a pas ça. Donc d'arriver avec cette façon de faire, ici, oui, ça suscite un intérêt pour le moins. Ouais, ça c'est sûr. Ben, écoute, on l'a vu, en tout cas, ta touche magique l'année dernière avec ta fabuleuse mise en scène des producteurs. En plus, il avait signé l'adaptation québécoise. En plus, il jouait le rôle principal dedans. Il se faisait aller la jambette. Il se pitchait en bas d'un canapé. Et t'as présenté ça un petit peu partout au Québec et tout le monde a adoré ça. Ça a été un immense succès. C'est ce que je te souhaite pour la suite des choses. Merci beaucoup. T'as toujours du temps pour nous parler. Serge, c'est un plaisir. Donc, j'encourage tout le monde à regarder ce documentaire sur la commission d'enquête sur le crime organisé et les liens avec le Parti libéral, entre autres. C'est toujours amusant de voir ça. Et merci, puis bonne chance dans tout ce que tu entreprends en 2025, Serge. C'est très gentil, puis j'ai hâte de revenir. Oui, on a hâte de te revoir. Merci, aussi. Serge. Merci, Sophie. Levallois-Perret. Merci. Au revoir. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Hier soir, sur les ondes de TVA, c'était le retour de Star Academy 2025. Il y avait, des petits débutants. Il y en avait un petit débutant, il est bon. Richard Desjardins. Ouais, il était pas pire. Richard Desjardins. Puis il y en avait un autre, un petit jeune, non? Éric, comment donc? Éric Lapointe qui était là. Bonjour, Éric. Salut. Quel plaisir. Le fauteuil est à la veille d'être inscrit. Ici a été Éric Lapointe. Mais c'est comme tu étais là souvent. Ben, c'est toujours un plaisir, ma chère. Éric, qu'est-ce que ça représentait pour toi hier soir? Parce que du calcul que moi je fais, c'était une des ou la première fois depuis très longtemps que tu étais à la télé, pas pour parler d'affaires, puis de ci, puis de ça, mais pour chanter. Pour chanter. Oui, d'une certaine façon, j'ai fait en direct de l'univers il y a quelques semaines, mais là, c'était spécial de revenir sur ce plateau-là, dans ces studios-là, là où j'ai été la voix. C'est là que j'ai fait la voix. Puis sensiblement une bonne partie de l'équipe sur le plateau qui était là, qui c'était les mêmes qu'à la voix. Donc c'était le fun de retrouver ces studios-là, puis d'avoir un peu l'impression de recommencer à faire mon métier normalement. Là.
Écoute, ça fait du bien de chanter, ça fait du bien de revoir le monde aussi, puis de retrouver des plateaux de cette envergure-là. C'est toujours impressionnant, un gros plateau comme ça. Parce que c'est ce qui te manquait le plus. Ben, ce qui me manquait le plus, c'est de faire la musique normalement, d'arrêter de nager contre le courant, c'est sûr, évidemment. Oui, parce que, écoutons un petit extrait d'hier soir, puis après, on va aller sur les autres sujets, parce que tu as chanté, il y avait un hommage donc à Richard Desjardins, puis c'était les 35 ans de l'album « Tu m'aimes-tu ». Et quand Jean-Philippe Dion a dit ça, 35 ans, je capotais ma vie. J'ai l'impression qu'il est sorti la semaine dernière, cet album-là. Ça nous rajeunit pas. Et il y avait donc cet hommage à Richard Desjardins et t'as chanté cette toune qui a vraiment été, que t'as emprunté à Richard, mais qui est vraiment devenue une toune d'Éric Lapointe. C'est un beau grand slow, on écoute ça. L'hiver s'achève, c'est dur à croire, mais on a passé à travers. La terre dégèle, les filles sont belles, dans l'hôtel, il fait chaud. Il y en a 2, 3 qui se promènent avec une petite chale en or des mains. Puis d'autres un peu moins chanceux, avec un couteau. Oh, qu'est-ce qu'elle représente dans ta carrière, cette chanson-là? Pourquoi elle a été importante pour toi? Cette chanson-là en particulier, ben écoute, c'est sûr que à la base, je suis un fan de Richard Desjardins. J'ai toujours adoré Richard Desjardins. Même qu'à un moment donné, il m'avait mis dans les mains de monter un hommage dans le festival d'été à Québec. Puis j'avais monté l'hommage à Desjardins avec plein d'artistes. Tu sais, je suis un fan de l'ensemble de l'œuvre. J'ai choisi d'en disquer celle-là. Bon, parce qu'elle me plaisait puis que j'avais une vision de cette chanson-là. C'est sûr, quand tu interprètes une chanson, le but de l'exercice, c'est de créer l'illusion que c'est toi qui l'écris. Hein. C'est un peu ça. Oui. Donc, c'est ça. Cette chanson-là me parlait, mais ça aurait pu de plusieurs autres. Tu sais, comme je disais à Isabelle aux répétitions du show d'hier. Isabelle Boulay, ouais. À Isabelle Boulay, je disais... J'étais un peu jaloux parce que Jenny, j'ai jamais eu la chance de la chanter. J'aurais aimé ça chanter. Jenny, elle est tellement belle, toi aussi. Quelle grande chanson. C'est une des premières que j'ai découvert de Richard Desjardins. C'est magnifique. Mon père l'avait chanté à ma mère dans une chanson. C'est comme ça que je l'avais découvert. Magnifique, les paroles. Ouais, mais c'est une chanson magnifique, Jenny, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui dit que sur un prochain album, tu reprendrais pas Jenny? Ben, pourquoi pas? C'est sûr que... c'est sûr qu'à la base, il y a tellement de grandes chansons que j'ai envie d'interpréter. Je me dis, à chaque album, j'en mets au moins une. Mais Jenny, c'est assurément une grande chanson, mais Richard en a tellement des grandes chansons. Isabelle disait hier, elle disait j'aimerais faire un album complet d'hommage à Richard, puis si elle le fait, j'espère qu'elle va m'inviter. Écoute, j'ai... Même juste être choriste, faire des petites voix derrière. C'est toujours enrichissant d'interpréter des grandes œuvres. Ouais. C'est drôle qu'on se voit aujourd'hui, Éric, parce que on est le 20 janvier et l'année dernière, le 14 janvier 2024, c'est passé quelque chose d'un petit peu important quand même dans nos vies à tous les deux. On va regarder un petit extrait. Non. Non, ça te tente pas? Oh, oui, non. Tu peux pas me dire non. Voyez la première entrevue télévisée d'Éric Lapointe. J'assume le geste inacceptable que j'ai posé. Je suis pas derrière l'excuse de l'alcool. Non, c'est pas l'alcool qui a posé le geste, c'est moi. Éric Lapointe, face à ses démons, ce dimanche 20h30. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie dans cette année-là? Je te parle pas de l'entrevue elle-même, on s'en a déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a... en quoi le Éric Lapointe 20 janvier 2025 est différent du Éric Lapointe la veille de la diffusion de cette entrevue-là? Ben, c'est sûr que cette entrevue-là, c'était un passage obligé. C'était important. Je ne remercierai jamais assez parce que ça s'est bien passé malgré que ça n'a pas été l'heure la plus agréable de mon existence. En fait, ça a duré 3 heures. Ouais, c'est ça. Mais écoute, il fallait que
casse la glace que je revienne là-dessus publiquement, puis je fasse un mea culpa public, puis après ça, il y a eu plein de reprises de cette entrevue-là, parce que chacun voulait son petit bout. Après, j'ai fait pas mal tous les médias, puis là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question, j'ai plus rien à rajouter là-dessus. Mais tu réponds pas à ma question, Éric, parce que ma question n'était pas sur l'entrevue. Ma question, c'est toi, à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que le Éric Lapointe millésime 2025 ait perdu du poids, super bronzé, pleine forme, t'as l'air bien dans ta peau, t'as l'air calme, versus le 13 janvier 2024, la veille de faire l'entrevue? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur? C'est ça que je veux savoir. Ce qui a changé, je pense que on change à tous les jours, je veux dire. C'est à chaque jour... Tu sais, à l'époque où j'ai fait l'entrevue, j'avoue que je sortais probablement d'une dépression, puis j'étais encore dans la tourmente, puis j'étais dans une insécurité totale. Je pensais que je pourrais plus jamais pratiquer mon métier. Une vraie dépression? Ouais, je crois que oui. Puis ma prise de poids était probablement une conséquence de ça. J'ai mangé et bu mes émotions beaucoup. Je me suis renfermé sur moi-même, puis... Écoute, j'ai recommencé à vivre, évidemment, l'arrêter de consommer, puis me mettre au sport, parce qu'il fallait que je me concentre sur d'autres choses, puis de me remettre à travailler, puis d'avoir la possibilité de travailler, puis de jouer plus souvent, puis de me remettre dans le bain. Mais là, écoute, c'est sûr que c'est sain pour la santé mentale, puis la santé physique, puis tout ça ensuite. Tu sais. Ça fait combien de mois maintenant? Là, je compte pas par jour, mais ça fait 14 mois passés. Là. C'est donc clairement la plus longue période de ta vie? Ah ouais, définitivement. Faut dire que je me suis pratiqué une couple de fois avant, mais là, cette fois-ci, c'est un combat à tous les matins, mais ça se passe bien. J'y pense de moins en moins. Tu y penses de moins en moins, sauf quand tu as des vilaines intervieweuses qui te rappellent le démon de l'alcool. Mais c'est intéressant parce que ton nouveau physique, tout ça, ça impressionne beaucoup les gens. On va montrer à l'image, écoute, tu t'es retrouvé dans le sac de chips. Tu sais, dans le milieu là, culturel, c'est pas mal la consécration. Là, quand tu es dans le sac de chips, parce que tu as publié une photo de toi, ils ont appelé ça une photo top shape. Tu es en bedaine dans le sud et tout le monde est bien énervé par cette photo-là. Quand tu te regardes là-dessus, qu'est-ce que tu penses de toi? On te voit donc, évidemment, tu es en maillot aux commandes d'un bateau dans le sud, Sainte-Lucie, aux Grenadines. Ouais, c'est ça, c'était le matin qu'on quittait Sainte-Lucie. Écoutez, ça a été des vacances trop courtes, mais... Mais quand tu regardes ces images-là, ça te dit quoi? Ça me dit que c'est pas venu tout seul. C'est au prix de ben des efforts. C'est sûr que plus jeune, à 30 ans, tu prends du poids, puis tu t'entraînes pendant 2 semaines, puis tu te reviens, mais à 55 ans, c'est plus tough. C'est un travail de tous les jours. Là. J'ai travaillé fort, c'est pas arrivé de ça. On s'est fait écrire, justement, que vous paraissiez bien, M. Lapointe. Ronald Lizio de Laval qui nous dit bravo, même il parle de votre voix, qui disait que votre voix, paraît très bien, que vous avez l'air en forme, puis qu'il y a hâte à un nouvel album. Donc, voilà. Ça se voit un peu partout. Non, mais ça se voit et ça sent. Et moi, je t'ai vu en spectacle au Saint-Denis. Ouais. Tu te pitchais partout. T'étais complètement... J'étais avec Jean-Charles Lajoie, qui était assis à côté de moi. Enfin, je peux pas dire assis, parce qu'on a été debout tout le long. Tu chantes mieux. Tu chantes mieux que t'as jamais chanté. Ben, écoute, oui, je suis en pleine possession de mes moyens. C'est évident que on est toujours meilleur à jeun. Ça, c'est sûr, pour performer, pour créer, c'est peut-être une autre histoire, mais pour performer, il n'y a personne qui peut prétendre être meilleur intoxiqué. Ça, c'est sûr et certain. Puis, évidemment, vocalement, les cordes vocales se portent mieux en ayant des bonnes nuits de sommeil. Ouais. Il y a pas tellement longtemps, je t'avais reçu et c'était quelques semaines avant que Judith Bérard, qui a été ta conjointe pendant quelques mois, avant qu'elle sorte son livre, et tu m'avais dit qu'elle t'en avait soumis quelques pages, puis que tu étais correct avec ça.
Là, maintenant, le livre est sorti. Il y a beaucoup d'exemplaires qui s'en sont vendus. Est-ce que tu l'as lu au complet? Est-ce que des gens t'en ont parlé? Est-ce que tu es au courant de ce qu'elle dit sur toi, sur l'amour qu'elle te portait, qu'elle te porte encore? Pour être franc, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. C'est sûr que mon entourage l'a lu. J'ai eu des commentaires ci et là, mais ça va toujours rester sa vision de... Mais il n'y a rien de méchant. Elle dit rien de méchant sur toi dans le livre. C'est ce que je me dis. Mais elle parle évidemment de ta dépendance. Elle parle aussi de tes infidélités. Ben, c'est là que je te parle de c'est sa vision de la chose. Ah! Ouais, OK. Est-ce qu'on a un cas de deux versions différentes? Il y a toujours deux versions. Il y a toujours une perception. Peut-être qu'elle parle de... À un moment donné, t'es fidèle ou t'es pas fidèle, Éric, là, probablement c'est qu'elle parle de simple, son insécurité. Ah, d'accord. Puis, tu sais, c'est une relation qui... Il y a eu des breaks dans cette relation-là. Oui. C'est ça. Donc, c'est sûr que si t'es en break, ben là, peut-être que... Voilà. Et voilà. D'accord. Donc, mais c'est intéressant parce que peut-être à un moment donné, toi, tu vas écrire un livre où tu raconterais... Mais ça parlerait peut-être pas de Judith Bérard. Ça parlera pas de ma vie amoureuse, c'est sûr et certain. De quoi tu parlerais si tu écrivais un livre sur ta vie, Éric? Ça parlerait assurément de mes démons, mais principalement, je pense, de ma carrière qui était... Il y a tellement de choses à dire sur mon parcours musical, puis toutes les expériences que j'ai vécues, puis les grands moments que j'ai vécus, les moments intenses. Ça parlerait assurément de mes mauvais coups aussi. Ça parlerait, je pense, de la résilience, puis de toujours avoir pour optique, de toujours, c'est beau tomber, mais il faut se relever. Très intéressant. Vas-tu l'écrire? Peut-être. Mais parce que tu as une plume, on n'a pas assez souvent, je pense, et pas assez souligné la qualité de tes textes. Évidemment, parce que tu as travaillé aussi avec d'autres auteurs. Avec des auteurs qui avaient plus de talent. Non, mais tu sais, avec des Tabra et tout ça, non, je suis d'accord. On n'a jamais le talent qu'on aimerait avoir, à vrai dire, hein, mais... Ouais. Mais tu sais, je regarde par exemple aussi, pas juste, évidemment, on parle de Tabra tout le temps, mais sur ton dernier album, il y a une chanson qui t'a été donnée par Linda Lemay, qui est une de mes chansons, moi, que j'aime le plus. Ouais, J'ai envie que tu me colles, que tu me battes comme un enfant. On a fait des chansons ensemble. Linda, elle a une plume extraordinaire. Tu sais, j'ai travaillé, avec Zachary, avec Michel Rivard aussi. Ben oui. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient une plume incroyable. Et puis à chaque fois que tu collabores avec quelqu'un, tu grandis, t'apprends. Puis je pense que mon écriture s'est raffinée beaucoup avec les années. Évidemment, toutes les années passées en co-écriture, souvent avec Roger, j'ai appris et grandi beaucoup au niveau de l'écriture. Puis même encore aujourd'hui, quand j'écris, quand je bloque, je me demande qu'est-ce que Roger écrirait. T'es sérieux? Oui, puis j'ai un grand cadre de photos de lui dans le studio, puis je la regarde, puis je vais l'avouer, je me parle tout seul ou je lui parle tout simplement. J'ai des grandes conversations avec. Avec Tabra, parce que Tabra, c'est quand même, c'est mon ange, je veux dire, c'est parmi tes chansons les plus marquantes. On a fait des chansons, on a fait des chansons et des chansons et des chansons ensemble. Il te manque beaucoup? Énormément. Écoute, Tabra, c'était mon meilleur ami, mon frère, mon alter ego. Il était peut-être un peu mon père quelque part aussi. Intéressant. Écoute, on était très près. Puis, écoute, puis il me manque au niveau de la création aussi, tu sais, je veux dire... Je pense que ma carrière n'aurait pas été la même si j'aurais pas rencontré Tabra sur mon chemin. C'est indéniable. C'est indéniable. Parce qu'il est allé chercher un élément de poésie, et la poésie de Tabra avec ton côté rocker. Plus terre à terre dans mon écriture, ça a fait un mélange spécial. Mais je pourrais dire la même chose aussi de Stéphane Dufault, mon guitariste avec qui j'ai composé. Oui. Une bonne partie de mes chansons. Ma carrière a été probablement pas été la même si Stéphane Dufour s'était pas trouvé sur mon chemin à un moment donné, tu sais.
Ben, tu sais, c'est jamais une carrière, c'est jamais toute seule qui a fait. C'est des collaborations, ça prend plein de gens pour faire un album, puis plus il y a de talent à travailler sur un album, ben, à tous les niveaux, hein, parce qu'un album, on parle de la mise en marché aussi, de la promotion, on parle ça prend beaucoup de monde pour faire une carrière, puis au bout de la course, t'en es juste le porte-parole, puis t'es porte-parole de la gang. T'sais. Mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, Linda Lemay, qu'elle t'ait donné cette chanson-là. Puis en plus, c'est une chanson qui dit, tu sais, en clair, la chanson, elle dit, on fera pas l'amour. J'ai pas besoin de coucher avec toi. Je veux juste que tu me prennes dans tes bras. C'est de ça dont j'ai besoin en ce moment. Qu'une femme t'ait écrit cette chanson-là. Je trouve ça génial. Ben, c'était un peu voulu parce que tu sais, Linda est comme un peu ma voisine à Verchères. Ouais. Et puis, j'avais commencé à travailler sur cette idée-là, cette chanson-là, puis je me suis dit, ça me prendrait la sensibilité d'une femme pour traiter ce sujet-là. Puis je l'ai appelé, puis j'ai soumis quelques phrases, puis écoute, Linda est tellement prolifique, je pense qu'une heure après, elle m'a rappelé. Elle est incroyable. Le texte était fait. C'est comme elle. Et puis, elle m'a envoyé le texte, puis la musique était pratiquement dedans. Là. C'est comme, chante-moi là-dedans. Prends-le pas mal si je réponds pas quand ton regard m'appelle. En temps normal, je prendrais en feu devant les étoiles que dans tes yeux. Prends-le pas mal, pleure pas comme ça, t'es toujours aussi belle. En temps normal, c'est ton sourire que je boirais pour m'étourdir. Je voudrais t'effeuiller jusqu'à l'os. J'ai envie que tu me colles, que tu me parles écorce. Je trouverai un lit pour te bénir, mais pour l'instant, j'ai qu'un désir. J'ai envie que tu me colles, que tu me berces comme un enfant. Et voilà. La première fois que je fais un duo, et la dernière aussi, avec Éric Lapointe. Mais je t'inviterai sur scène à un moment donné. Non, les gens vont partir. Je chante comme une casserole, Éric. Est-ce qu'on peut dire que, ça y est, c'est fait, là? C'est fait, là. Tu sais, tu fais Star Academy, là, t'es en tournée, là, j'ai plein de dates pour toi, là. Oui. Regarde, 27 février à Montréal, à l'Olympia, 22 mars à Laval, 24 mai à Québec. On s'entend-tu, 2025, ça va être ton année? On commence samedi prochain, ben là, en quittant ici, je m'en vais en répétition. Ouais. Parce que pendant la pandémie, on a fait un album, et c'est parce qu'évidemment, bon, le spectacle, on est les premiers coupés, puis les derniers recommencés. Ben oui. Puis pendant la pandémie, on a fait un album acoustique. Puis on n'a jamais eu la chance de le faire sur scène. Et là, je me lance sur une tournée acoustique qui commence samedi prochain. Et là, je vais être... je pense que le mot d'ordre, ça va être vulnérable, là, parce que c'est vraiment... Je pourrais pas me cacher devant un mur de guitare puis une batterie, puis je vais falloir que j'apprenne à affronter les silences entre les chansons, puis peut-être que je parle plus, puis j'explique les chansons, puis laisser les chansons parler d'elles-mêmes, puis les textes en avant-plan aussi, puis concentrer sur l'émotion. Puis on fait toutes des petites salles de entre 400 et 500 places, puis c'est totalement acoustique. J'ai peur, puis j'ai hâte en même temps. Pourquoi t'as peur? C'est quoi le pire qui peut arriver? Je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre. Moi, j'ai toujours fait des shows où il y a une peur bleue du silence. Fait qu'à la minute la claque éteint, il y a une autre chanson qui commence. Et là, ça va être complètement un autre contexte. Et évidemment, il n'y a pas de tune rock. Je me concentre plus sur des ballades, des chansons en texte. Ça va être un show rempli d'émotions, je pense. Est-ce qu'il y a une des chansons que tu vas jamais avoir chantées sur scène? Peut-être pas jamais, mais certaines chansons que j'ai peu chantées sur scène. Puis j'ai souvent quand je monte un show, j'ai tellement popularisé de ballades qu'il faut toujours en mettre de côté parce que je peux pas faire un show rock avec juste des ballades. Donc là, c'est de me concentrer sur ces chansons-là. Puis il y a des chansons dites d'album, plus à texte, qu'on a moins fait en show. Puis là, je vais pouvoir me permettre de faire. Rajoute Jenny de Richard Desjardins. Ouais, ben là, une demande spéciale pour les parents de Cybèle Olivier. Éric, c'est toujours un plaisir de te parler. Ben, c'est un plaisir pour moi. Vraiment, merci. Puis j'aime beaucoup une phrase que tu viens de nous dire. Va falloir que je laisse la place au silence.
et que je parle plus entre les chansons. J'adore tes contradictions, Éric. Je trouve ça formidable. Je suis une contradiction sur deux pattes. Exactement. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Bonne année 2025. Merci beaucoup, Éric. Plaisir. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Sophie! Écoutez, Sophie? Oui? Allô? Allô? T'es Sophie! Non, il faut qu'on vous explique parce que si vous nous écoutez à la télé, vous le voyez. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est qu'il y a quelqu'un, nos collègues, dans la pièce à côté, c'est le studio de TVA LCN et ils sont en train de faire des tests parce que très bientôt, ils déménagent. Donc, j'ai l'impression qu'en faisant des tests à côté, ça a des conséquences sur notre éclairage à nous et donc, on vient de commencer le segment dans le noir complet. Donc, je sais pas, peut-être tu m'as pas vu, peut-être j'étais cachée en dessous de la table. Ça donne un changement d'habit, là. Mais c'est drôle, il faut en rire. Moi, je trouve ça drôle, là. C'est comme, mais donc, bienvenue à nos collègues de TVA LCN. On adore ça quand vous venez jouer dans notre éclairage. Et c'est bien, c'est d'adon parce que ça me fait commencer le segment en riant. Et pourtant, on va parler de déprime avec Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. Bonjour, Isabelle. Écoute, il n'y a pas juste moi, il y a le son. Moi, j'ai mon cellulaire parce que je pense que c'est sans doute les tests parce que, écoute, je t'entends pas, donc je dois utiliser mon cellulaire. Coudon. Alors, mais là, est-ce que tu m'entends si je te parle? Ben oui, je t'entends sur mon cellulaire. Et écoute, je suis sur le VMix pour l'image pour les gens qui nous écoutent à la télévision. Parfait. Alors écoute, on en a parlé un petit peu en début d'émission avec Cybèle. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Il y a d'autres gens qui disent qu'il n'y a aucune base scientifique là-dessus. C'est purement du marketing. Quoi qu'il en soit, il reste que il existe quand même un phénomène qui est la dépression saisonnière. On manque tous de lumière rendue à ce moment-ci de l'année de toute façon. Donc, il y a des aliments qui peuvent nous remonter le moral. Tu nous en as dressé une liste des meilleurs choix. Moi, j'adore ton premier choix, le poisson gras, parce que c'est facile de l'intégrer quand même dans son alimentation quand on n'est pas allergique. Oui, exactement. Mais c'est drôle que tu dises que c'est facile parce que les Québécois, Sophie, consomment encore du poisson une fois par semaine en moyenne. C'est pas beaucoup. Si on veut jouer... Ouais, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents, qui aiment pas le goût, qui aiment pas l'odeur. Et dans les études populationnelles, les plus grands consommateurs de poissons ont moins de dépression. Donc, on a commencé à creuser vraiment les oméga 3, qui sont des acides gras à chaîne longue qui jouent sur l'humeur. Donc, tout ce qui est maquereau, sardines, thon, saumon contiennent beaucoup d'oméga 3 et à défaut, on peut prendre des suppléments d'origine marine et on en a déjà parlé ensemble en novembre, je pense, de la dépression saisonnière, à l'effet qu'on a besoin de 1 gramme d'acide éclosate pentanoïque EPA à retenir pour vraiment selon... Isabelle, je ne m'en pas de dire ça, toi? Vas-y, Isabelle, prends des notes. Ah oui, EPA, oui, Scrabble. Okay. S'il y a moyen d'avoir un acronyme, ça me va. Écoute, tu parles de sardines. C'est drôle, j'ai un ami qui vient de passer une semaine en France et dans un restaurant très gastronomique comme ça, un petit peu prout-prout à Paris. On lui a servi des sardines dans une boîte. Ils ont ouvert une boîte de sardines. Ils ont ouvert la boîte de sardines, un morceau de pain. Donc 34 €, puis ils mangent ça. Donc, c'est vrai, j'espère qu'il y avait un petit peu de décoration par-dessus, quelque chose de rien. Même pas. Donc, ça a l'air que c'est rendu gastronomique. Ça m'étonne pas. J'ai souvent mangé dans des étoilés Michelin, de temps en temps une étoile, puis des fois tu te dis, attends, là, pour ce prix-là, mais bon, on repassera. Mais les sardines, c'est excellent parce qu'il y a très peu de mercure en même temps. J'adore ça. Ça fait partie du régime méditerranéen. Bon, la deuxième aliment, ma chère Sophie et Cybèle, la dinde, parce que la dinde, traditionnellement associée bien sûr à Noël, à l'action de grâce, mais contient un acide aminé en bonne dose qu'on appelle le tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bien-être. La plupart des antidépresseurs vont faire en sorte qu'on a davantage de sérotonine en circulation, ce qui module l'humeur. Et pour son précurseur, c'est un acide aminé, puis il y en a beaucoup dans la dinde, produits laitiers, dans les œufs. C'est pour ça que j'ai mis en deuxième place la dinde. OK, mais moi je trouve ça trop sec, donc ça me fait pas tryptophaner la dinde.
Petit jeu de mots ici, subtil et nuancé, mesdames et messieurs. Ça te fait-tu rire, Cybèle? Moyen. Bon, c'est ça. Moi, j'aime ça avoir Cybèle parce qu'elle me ramène sur terre. Elle me rappelle que Prochaine blague, next. Je suis pas bonne. Les graines de citrouille, là, tu m'intrigues, j'avoue, Isabelle. Bon. On a également du tryptophane parce qu'il y a quand même des protéines. Acide aminé, c'est constituant de base des protéines. On en a également dans la graine de citrouille, mais on a également du magnésium qui va aider à contrer le stress. Donc, le magnésium est à peu près... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'enquête populationnelle sur les apports en magnésium, mais les dernières enquêtes, c'est à peu près 30% des Canadiens qui ne consommeraient pas l'apport quotidien recommandé en magnésium. Le magnésium va aider à gérer au niveau du stress, de l'anxiété. Donc, on a vraiment, avec la graine de citrouille, à la fois du tryptophane, peut-être que t'aimes mieux ça que la dinde, et on a à la fois du magnésium. Pour le sommeil aussi, il me semble, le magnésium, c'est super bon. En fait, tout ça est bon parce que si, en effet, t'es de meilleure humeur, tu dors mieux. Donc, je propose en entrée un petit plat de saumon fumé, plat principal de la dinde, pour dessert, un gâteau à la citrouille. Merci beaucoup, Isabelle. Autre chose qui est bon quand on est déprimé, c'est de se mettre le baume à lèvres tu sais, on a des fois les lèvres gercées l'hiver. Le baume à lèvres d'Isabelle Huot, je vous le recommande, à base de fruits. J'en ai mis ce matin, mes lèvres sont splendides. Merci, Isabelle. Sophie, merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Merci, Cybèle Olivier. Merci, Sophie. On se retrouve demain. Bien sûr. Cube.